S'il est un responsable politique pour qui ces moments ont compté, qui en a disséqué la mécanique pour s'en inspirer, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il y a une manière d'installer le débat en prenant à contre-pied les gens qui pensent avoir l'évidence pour eux. Et dès que vous dites « Ah bah oui, mais je suis du point de vue contraire, je ne sais plus quoi faire ». Donc souvent, c'est une bonne façon de désarçonner l'adversaire que d'assumer radicalement son propre point de vue. Si Jean-Luc Mélenchon semble souvent à l'aise sur les plateaux, il laisse en réalité peu de place à l'improvisation. Il travaille en équipe, avec 4 assistants, qui lui rédigent notamment des fiches d'actualité. La technique numéro 1, c'est bosser. C'est comme vous allez au bain de mer. Vous avez des gens qui partent en courant depuis le bord de la plage et qui courent jusqu'au milieu de l'eau. Bon, moi je recommande quand même d'avoir une petite idée sur la température de l'eau avant, quoi. Il faut se réhabituer à la voix de celui que vous allez affronter, assez répartie. En février 2012, en pleine campagne présidentielle, bonsoir madame. Vous avez 20 minutes pour débattre. Il avait minutieusement préparé un duel face à Marine Le Pen. Il était alors l'invité surprise d'une émission consacrée à la candidate du Front National. Tout à l'heure, madame Le Pen, vous vous êtes donné à bon compte le beau rôle à propos de l'égalité entre hommes et femmes. Mais madame, la première égalité, et vous le savez, c'est de pouvoir disposer librement de soi, de son corps. Or vous êtes pour supprimer le remboursement par la sécurité sociale de l'interruption volontaire de grossesse. Vous voulez le réserver seulement à celles qui en ont les moyens. Je dénonce cette hypocrisie. Votre réponse, Marine Le Pen. D'abord, monsieur Pujadas, j'aimerais quand même vous dire quelque chose, parce que c'est un peu facile. Je voudrais vous dire que c'est pas à moi que vous voulez parler. Les Français attendent. J'ai su tout de suite que je la tenais. Serein et constructif. Le sujet va me permettre, j'en suis certain, de marquer le point parce que je pense qu'elle ne croit pas à ce qu'elle dit. Vous êtes tombé dans cette politique spectacle, dans cette politique vous voulez pas me répondre? Vous allez faire durer ça combien de temps? Qui est profondément... je suis là. Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Elle est mal à l'aise et on avait réfléchi à ce qu'elle allait faire dans ce cas-là. Et on avait mis plusieurs hypothèses. La plus incroyable était elle refuse de te parler et tu te retrouves tout seul. Je ne débattrai pas avec monsieur Mélenchon. Alors est-ce que je peux parler tout seul, raisons monsieur Pujadas? Que je vous ai exprimé. Est-ce que je peux au moins parler tout seul sans être obligé de laisser parler Marine Le Pen qui a peur de moi? Bon, on avait conclu, tu parles tout seul. Et quand je lui pose une question précise sur les femmes, elle n'y répond pas parce qu'elle ne peut pas y répondre. Pour la raison que les électeurs du Front National viennent d'apprendre ce soir que dorénavant le Front National a cessé sa bataille contre l'interruption volontaire de grossesse, ce dont je me réjouis. Donc, il y a 38 ans, nous avions raison, nous la gauche, de faire passer cette loi, et pendant 38 ans, nous avons eu raison de leur tenir tête, puisqu'aujourd'hui, ils ont fini par céder. Sauf rien ne l'obligeait à s'enfermer dans cette posture ridicule. En quelques instants, elle part dans le décor, puis alors elle me fait la faveur de dire « on m'a traité de semi-dément ». Alors, c'est ainsi que le 18 janvier... lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-dément, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. Et en insultant, vous insultez des millions de Français. Et pire que tout, monsieur, vous insultez 40% d'ouvriers qui s'apprêtent à voter pour moi. Et ça, monsieur Mélenchon, c'est impardonnable. Voilà. Une bonne façon d'agir aussi est de soi-même avoir un petit goutte à goutte de blague. Qui vous détend vous-même. Donc voilà, je lui ai répondu ça, et je pense que c'était la meilleure réponse à faire, parce que aussitôt tout le public s'est marré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen, bonsoir Emmanuel Macron, bonsoir. Et bonsoir Christophe. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce débat de l'entre-deux-tours. Sur le plateau, tout est rodé, millimétré, contrôlé par les états-majors des 2 candidats. Une table de 2,50 m les sépare, sous l'œil de 14 caméras. D'emblée, Marine Le Pen lâche ses coups. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes. Face à elle, Emmanuel Macron joue la modération. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays, mais vous ne proposez rien. La tension est immense. Et cela a commencé quelques minutes avant le générique.
les regards, la façon dont Marine Le Pen a regardé Emmanuel Macron, dont elle l'a toisé, dont lui-même l'a regardé. Moi, j'ai essayé de détendre l'atmosphère en disant une ânerie. Je me souviens même plus laquelle, ça va être un truc sur la température ou je sais pas quoi. J'ai fait un flop total tellement tout le monde était tendu. Avant de s'affronter en direct à la télévision, les équipes des deux candidats se sont réunies avec les directeurs des deux chaînes TF1 et France 2. Comme dans un match, il faut définir les règles, tirer au sort celui qui prendra la parole en premier et veiller à une stricte égalité de traitement entre les deux camps. Bien sûr que le fond est important et qu'on en parle, mais les négociations, c'est surtout sur le studio. Comment va-t-il être? La taille de la table, parce que c'est effectivement important, surtout dans un débat à deux, d'être à la bonne distance. Près, mais pas trop près. Et puis, ces fameuses histoires de plan de coupe. Est-ce que le téléspectateur a le droit ou pas de voir ce que ressent la personne qui ne parle pas? Cette question des plans de coupe revient à chaque débat d'entre-deux tours. D'habitude, par convention, le téléspectateur ne voit que le candidat qui est en train de parler. En 2017, le réalisateur du débat insiste pour mettre fin à cette anomalie, héritée d'un autre temps. Il veut pouvoir montrer les réactions de celui qui écoute. À ce moment-là, le plan raconte quelque chose, parce que selon que le candidat acquiesce ou à l'inverse qu'il est un peu dubitatif sur ce qu'est en train de dire le candidat, ça donne à voir quelque chose de téléspectateur qui fait partie de l'histoire du débat. Les équipes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron finissent par tomber d'accord quelques heures avant le débat. Les plans d'écoute sont autorisés, une petite révolution. Les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. En coulisses, certains proches de Marine Le Pen ont noté quelques signes préoccupants. Le débat du second tour, il intervient finalement dans un moment où la fatigue de la campagne se fait sentir et Marine Le Pen a eu un agenda dans les 72 heures qui ont précédé extrêmement chargé. Le matin, je sais que je suis chez elle à 10h30. Je reste même pas 1h30. Je dois partir vers midi, je pense. On repasse un peu en revue les fiches pour voir s'il en manque pas. En partant, j'étais pas hyper rassuré. Je m'attendais pas au désastre que ça a été, mais je me disais, elle est quand même beaucoup plus stressée que d'habitude. J'étais déjà un peu inquiet de la voir arriver avec des dossiers sous le bras. C'est une méthode qui ne me paraissait pas compatible avec la finale présidentielle. Sur le plateau, le contraste entre les deux candidats est saisissant. Alors, du côté Macron, extrême concentration, 5 pages ou 4 pages, 4 feuilles à 4, 5 lignes, truc écrit par lui-même manifestement. Il rajoute, il a son stylo. Et puis côté Marine Le Pen, des dossiers un peu, comment dire, pas super bien organisés. Où elle ouvre ses trucs, il y a des coupures de presse, il y a des trucs qui ont été passés au stabilo boss. Et à plusieurs moments, on la voit qui cherche. Une préparation qui peut paraître brouillonne. Mais les proches de Marine Le Pen l'avaient briefée pour d'emblée attaquer. L'objectif, c'était pas de laisser Emmanuel Macron dans son imposture. Donc c'était de dénoncer les engagements de sa campagne dangereux. Elle veut informer les Français et elle veut que M. Macron s'explique sur un certain nombre de positions politiques et sur les engagements qu'il a pris. Moi, je me suis pas inquiété les 5-10 premières minutes. Je me suis dit, elle est très punchy. Attention de ne pas tomber dans l'agressivité. Je me dis, mais c'est une technique. Elle a décidé de le mettre un peu KO tout de suite pour le déstabiliser probablement dès le début. Et ensuite, elle va aller, elle, sur ses problématiques, sur son programme qu'elle va dérouler. Mais quand Marine Le Pen s'en mêle les pinceaux entre les dossiers SFR et Alstom, Emmanuel Macron la reprend de volée. Il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. 2 dossiers vendus contre les intérêts de la France. Mais c'est faux, je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à General Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Vous savez tout vendre, vous. Voilà. Et comme elle ne connaît pas ses dossiers, elle s'embrouille. En gros, c'est ça. Il voit bien les points faibles de son opposante. Il entend bien, évidemment, les exploiter. Je me souviens notamment que lorsqu'on prépare ce débat, il dit à un moment « Je pense que sur l'euro, on va avoir droit à un grand moment ».
ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi croquignolet. Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. J'ai vu que Marine Le Pen avait perdu un peu le contrôle de la situation et je l'ai infiniment regretté. On a tout cumulé dans ce débat, tout s'est passé comme ça. À la fois, elle a perdu son calme, perdu ses moyens, perdu le fil de ce qu'elle voulait dire. Enfin, c'était horrible, vraiment c'était horrible. En régie, ça se tend. La question des plans d'écoute ressurgit. La charte signée avec le CSA précise qu'ils doivent être utilisés avec parcimonie. Et le conseiller de Marine Le Pen, Sébastien Chenu, y veille. Et à un moment donné, pendant qu'elle parlait, elle tournait des pages de ses dossiers. Moi, je l'ai montré parce que je pensais que de montrer le cadrage plus serré n'amènerait pas cette vision qu'aurait le téléspectateur de comprendre ce qu'elle manipulait sur la table. Et donc, j'ai élargi un peu le plan. Et à ce moment-là, Sébastien Chenu m'a demandé de resserrer ou d'éviter les dossiers. Monsieur Macron, Madame Le Pen. Ça en fait des millions de Français. Une tension qui va crescendo sur le plateau. Pendant toute cette campagne. Jusqu'à ce moment, surréaliste. Les Françaises et les Français qui ont voté pour vous. Et là, à un moment donné, elle vrille et elle se retourne vers nous. Et là, elle commence à nous regarder. Et je me dis, c'est bizarre comment la façon de parler. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez, le parti de l'extrême droite. Très inquiétant. Qui dit des mensonges sur les réseaux sociaux. C'est une politique rompue à l'exercice. C'est une excellente oratrice. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, normal par rapport à ce qu'elle est d'habitude. J'ai pensé qu'au bout d'un moment, elle en avait marre, voilà. Et que Marine Le Pen, elle est assez bonne, en général, mais sur des formats un peu courts. C'est-à-dire qu'elle est... Parce qu'elle est très politique. Mais je pense qu'elle était épuisée, qu'elle a senti qu'elle avait perdu pied sur 2 ou 3 dossiers techniques, et que ça s'est accumulé, et qu'à un moment donné, elle est partie ailleurs. Je me suis dit, c'est pas compréhensible. Ça va être détourné sur les réseaux sociaux tout de suite. Et même, c'est une faute d'avoir fait ça. Ça n'est pas normal qu'elle ne se soit pas rendue compte que ça n'était pas compréhensible par le plus grand nombre. L'ancien vice-président du Front National cherche alors à limiter la casse. C'est-à-dire que dans la Convention, il était écrit que le débat devait durer 2 heures. Or, moi, je faisais le calcul que chaque seconde nous coûtait des voix. Et à mon avis, au bout de 2h30, Marine Le Pen n'allait pas reprendre le dessus, c'était trop tard. Donc je suis passé, j'ai le droit de le faire, je suis passé dans la loge du CSA et j'ai demandé à ce que la Convention soit respectée et à ce qu'on arrête, à ce qu'on aille plus vite, en tout cas vers la conclusion du débat. Quelques semaines plus tard, l'entourage de Marine Le Pen évoquera une migraine ophtalmique.